Bonjour à tous. Bon, j'ai été présentée, donc je ne vais pas commencer. Donc voilà, donc je vais vous présenter la stratégie Rénolution. En fait, c'est la stratégie de rénovation, la stratégie de réduction, pardon, de l'impact environnemental du bâti bruxellois. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi cette stratégie a été adoptée par le gouvernement, quels sont ses objectifs et quelles sont les actions qui sont en cours de développement. Alors, dans quel contexte on se trouve aujourd'hui? On le sait, on a un contexte avec un des principaux enjeux qui est le changement climatique. Et ce changement climatique a des conséquences sociales, économiques et environnementales qui sont catastrophiques. Et le coût de l'inaction est aussi va être de plus en plus important, certainement. Alors, pour répondre à cet enjeu, eh bien, l'Europe a visé pour 2050 un target zéro émission. Et on avait une première échéance à 2030 de réduire de 40% nos émissions. Et cette ambition a été revue à la hausse. Et donc, on est avec une réduction à atteindre pour 2030, pardon, de 55%. Alors, pourquoi agir sur le bâti bruxellois? Eh bien, parce que c'est le premier émetteur des émissions directes, c'est le bâtiment. Et donc, le bâtiment, il est le premier émetteur de gaz sur le territoire, mais il est aussi un émetteur d'émissions indirectes lorsqu'il va chercher des ressources naturelles pour construire les bâtiments. Et il est aussi un gros producteur de déchets. Et donc, on voit ici un tiers des ressources entrantes sur le territoire bruxellois servent en fait au secteur de la construction et un tiers des déchets non ménagers proviennent de ce secteur. Alors, comment le gouvernement a souhaité répondre à ces enjeux? Eh bien, la stratégie donc, de réduction de l'impact environnemental du bâti a été adoptée en 2019 et elle a été suivie de la mise en place d'une alliance, j'en parlerai un peu plus tard, pour développer, en fait, c'est une dynamique, ce sont les acteurs qui sont mis ensemble pour développer les actions de la stratégie. Et pour le moment, on est dans un temps où on prépare en fait les obligations qui vont arriver, on prépare le secteur, on prépare les outils, les aides de financement, les aides économiques, voilà, les outils d'accompagnement, etc. On a maintenant aussi des lignes claires au niveau air, climat et énergie, parce qu'on a l'adoption du nouveau plan air, climat, énergie, donc le PAS, adopté en avril 2023, dans lequel se trouvent notamment des actions spécifiques au bâtiment. On a une petite erreur, enfin, on est juste un peu dans les dates. Donc, on a l'adoption du COBRAS. Donc, c'est dans le COBRAS que va se retrouver les obligations liées à la rénovation. C'était prévu fin 2023. On sera sans doute plutôt en janvier, février 2024. Donc, ce sera plutôt début 2024. Donc, tout ceci, toute cette période, on est dans une période où on prépare et où on incite à la rénovation pour ensuite arriver à cette période où là, il y aura des obligations de rénovation, mais je vais y venir un peu plus tard. Alors, la stratégie, elle s'attaque à la fois aux émissions directes et aux émissions indirectes. Donc, l'émission directe, c'est ce qui est vraiment émis sur le territoire. Donc, par exemple, à travers le chauffage, l'air conditionné, le refroidissement, etc. Et donc, là, c'est la performance énergétique des bâtiments qui va faire qu'on va diminuer, réduire nos émissions directes. Au niveau des émissions indirectes, donc ça, c'est ce qui est produit hors du territoire, mais qui sert au secteur de la construction, eh bien, ces émissions indirectes, on va continuer à développer l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Donc, il y a eu un programme qui a été lancé en 2016 de transition vers une économie circulaire pour le secteur de la construction. Et donc, tout ce programme a intégré aussi Rénolution. Donc, on est à la fois sur les performances énergétiques, mais aussi sur le modèle de fonctionnement du secteur. Alors, la stratégie, elle a fixé deux objectifs. Des objectifs de performance énergétique des bâtiments. Donc là, c'est pour travailler sur les émissions indirectes. Un objectif pour le résidentiel et un pour le tertiaire.
je vais un peu plus m'attarder sur le résidentiel. Donc, l'objectif de la stratégie, c'est, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais la moyenne sur tout le territoire, c'est du 100, donc la consommation, c'est du 100 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est ce qu'on vise pour 2050. On a une différence avec le bâti public. Le bâti public va devoir agir plus vite en termes d'exemplarité, donc lui devra atteindre son objectif en 2040. Et l'objectif moyen, c'est sur toute la région, mais on a un objectif de résultat spécifique par unité de logement qui est de 150 kWh par mètre carré par an. Cet objectif, il a été déterminé en fonction d'une étude Cost Optimum qui est en cours de révision actuellement et qui permet de voir finalement quels sont les travaux, jusqu'où on peut aller en restant dans un coût raisonnable. Voilà. Et donc, ceci est le système d'obligation qui est en cours d'adoption dans le COBRAS. Ce COBRAS, donc cette procédure, on est déjà à la deuxième lecture adoptée en juillet dernier. Et donc, on va avoir une troisième lecture fin de cette année et un passage au Parlement début de l'année prochaine. Que dit ce système d'obligation? Eh bien, ce qu'il dit, c'est on commence par éliminer les passoires énergétiques. Donc, vous savez, les certificats PEB, il y a des classes A, B, C, D. Plus on est bas dans le classement, moins on est performant. Et donc, les passoires énergétiques F et G seront les premières sur lesquelles il y aura une imposition. Et ils auront, à partir du moment où le COBRA sera adopté, 10 ans pour faire le saut d'une classe. Donc, ils devront devenir au minimum E, classe E. Et donc, c'est ce 275 kWh par mètre carré par an. Il restera ensuite une autre période de 10 ans pour atteindre le 150 kWh par mètre carré par an, qui est voilà, le résultat final qui est demandé dans la stratégie. Ça, c'est pour... Ah oui, j'ai peut-être oublié un détail aussi, c'est que pour le moment, on a 50-55% des certificats PEB sur le logement à Bruxelles, parce que ce logement est soit loué, a été vendu. Donc ça, c'était les obligations de détenir un certificat PEB. La première obligation qui va arriver, c'est que tout le monde devra avoir son certificat, donc tous les logements devront avoir leur certificat PEB pour connaître en fait son niveau, sa performance et savoir en fait si oui ou non il sera soumis à réaliser des travaux ou pas. Je ne vais pas m'attarder sur le tertiaire. Sachez que l'objectif est beaucoup plus ambitieux. Donc là, c'est tendre vers un zéro émission, que le secteur public devra aussi être exemplaire. Donc, il aura moins de temps pour réaliser ces travaux. Donc, le secteur public devra avoir répondu à ses objectifs et à ses obligations pour 2040. Le privé, c'est toujours pour 2050. Et ils auront aussi un certificat PEB. Enfin, voilà, c'est un peu le même principe que pour le résidentiel. Alors, je rentre un peu maintenant dans le... Donc, je vous ai parlé des deux objectifs. Je rentre un peu dans le concret. Et donc, l'alliance, en fait, c'est... pardon, pas l'alliance. La stratégie Rénolution, adoptée en 2019, c'est la définition de 34 fiches actions à mettre en œuvre. Alors, on retrouve des actions liées à la réglementation, donc dont je viens vous parler, quel va être le système d'obligation, mais aussi le développement des outils réglementaires, certificat PEB, Banque Carrefour des bâtiments. Enfin voilà, donc c'est un peu, voilà, ça tourne autour de la réglementation et on voit qu'on a aussi la question de la stabilité des loyers, mais on y viendra un peu plus tard. Donc, quelques actions réglementation, un gros paquet d'actions sur l'accompagnement. Alors, c'est à la fois l'accompagnement des propriétaires, mais aussi, donc, comme on dit, de l'offre et de la demande, donc des propriétaires qui vont être amenés à rénover et de tout un secteur qui doit acquérir des compétences. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement complet. Et on a un autre volet d'action qui concerne le financement et les aides économiques, et un dernier paquet d'actions, ici sur la droite, qui concerne plutôt l'innovation et la transition de modèle économique. Alors, pour mettre en œuvre en fait toutes ces actions, Bruxelles Environnement, qui avait rédigé cette stratégie, n'avait pas
toutes les compétences ni toute la légitimité de porter ces actions. Et donc, le gouvernement a décidé de lancer une alliance publique-privée. Donc, on travaille notamment avec le secteur de la construction. Donc, vous voyez ici la bulle bleue claire, Bruxelles Environnement, qui coordonne, c'est mon rôle. Je fais ça avec un co-coordinateur chez Urban, donc on est 2 administrations, et on a Constructif pour le volet privé. Donc nous sommes 3 coordinateurs de l'ensemble des travaux, mais je vais les expliquer un peu plus tard. Ensuite, on a évidemment un comité stratégique qui est composé des ministres porteurs, de directeurs généraux des 2 administrations et des partenaires sociaux. Et puis alors, on a un comité de pilotage vers qui on réfère, c'est le gouvernement. Alors, on a déjà énormément d'acteurs engagés, d'organismes engagés, que ce soit des administrations, j'en ai mis quelques-uns en rouge pour qu'ils ressortent, mais donc Bruxelles Logement qui développe un groupe de travail sur le logement public, la SLRB. On a aussi des représentants de RBDH qui sont présents lors des événements et qui, voilà, chacun apporte en fait dans cette dynamique, chacun apporte ses compétences, ses connaissances et permet de faire avancer et permet de développer en fait les différentes fiches actions des stratégies. Alors, on a divisé, donc je vous ai montré 34 fiches actions, on a organisé ça autour de 7 ateliers thématiques qui répondent aux différents enjeux. Je vais les parcourir un peu par l'après, mais je vous les cite ici. Donc, un atelier spécifique de réglementation, l'urbanisme et le patrimoine, la rénovation urbaine, le financement, l'accompagnement, offre et demande, la formation et l'emploi et la logistique. Donc ça, c'est vraiment, donc chaque atelier a un pilote désigné et c'est ce pilote qui s'assure que les travaux avancent bien au sein des ateliers, organise les rencontres. Donc j'ai pris quelques exemples d'ateliers qui me semblaient les plus importants dans cette réunion aujourd'hui. Donc, par exemple, l'atelier réglementation, je vous le disais, c'est vraiment définir la réglementation environnementale et les outils réglementaires. Donc, j'ai mis, par exemple, eh bien, donc, on a déjà fait une nouvelle version du certificat PEB. Ce certificat va maintenant montrer, en fait, quel est le parcours pour atteindre les objectifs. Donc, on voit, j'ai une maison classée G, eh bien, pardon, eh bien, pour une certaine date, 2033, parce qu'on laisse 10 ans, ce sera peut-être 2034, vu qu'on a dit qu'on laissait 10 ans, le temps que ce soit adopté. Et donc on devra être classé au minimum E ou D, enfin voilà, voilà. Et donc, il va vraiment montrer ce parcours pour que le propriétaire voit clairement quel est l'état de son bâti et quelles sont ses obligations. On a aussi tout un travail qui se fait sur le passeport bâtiment, on l'appelle comme ça, je pense que vous l'appelez la banque Carrefour du logement. Donc voilà, c'est aussi, l'idée c'est de regrouper à un endroit toutes les informations pour que le propriétaire sache sache de quoi est fait son bâtiment, s'il y a des permis. Ça permet aussi à l'administration de suivre en fait ce qui se passe au niveau de ce bâtiment. Et je pense aussi d'avoir la question des loyers. Ça pourrait aussi, voilà, c'est un volet qui doit être développé. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Je vais le faire. Donc, quand je vous montrais ici, hop, dans les 34 fiches actions, donc il y en a une spécifique à la stabilité des loyers. Donc c'était bien une action qui est prévue dans la stratégie. J'ai repris ici vraiment j'ai fait un copier-coller de ce qui était dans la fiche action. Donc le titre, c'est accroître l'efficacité énergétique du parc du logement locatif tout en garantissant l'effectivité du droit au logement. Et donc, il y avait les objectifs, voilà, vous pouvez les lire, mais il y avait 3 mesures qui étaient proposées et qui sont, voilà, tout en cours de développement. C'est étudier l'impact de l'augmentation de cette PEB sur le risque d'augmenter les loyers.
empêcher l'allocation des logements qui ne correspondent pas à des critères de salubrité énergétique et ou avec un minimal de performance énergétique. Donc ça, je vous disais, les F et les G, donc les passoires énergétiques, ce sera les premières sur lesquelles il y aura des obligations. Mettre en place un programme ambitieux de rénovation du parc du logement social, c'est aussi en cours, notamment avec la SLRB qui a un contrat cadre, un accord cadre, pardon, dans lequel il y a des objectifs très ambitieux et voilà. Et ça se retrouve aussi dans le COBRAS, donc dans le système d'obligation. Je reviens maintenant dans les ateliers. J'ai juste pris cette fiche-là parce qu'elle concerne vraiment spécifiquement les discussions d'aujourd'hui. Donc, je reviens maintenant dans les différents ateliers. Donc, j'ai passé la réglementation. Maintenant, urbanisme et patrimoine. L'objectif, c'est de travailler sur l'identité, les caractéristiques architecturales et patrimoniales et de mettre des balises, mais aussi de simplifier les procédures. Et donc, concrètement, donc c'est Urban qui pilote. Ils ont lancé un marché pour proposer des typologies. Une fois que les typologies seront proposées, eh bien, il y aura des recommandations urbanistiques qui seront proposées et qui permettront en fait aux concepteurs de savoir vers quel type de travaux peuvent être effectués et aussi aux agents communaux qui doivent donner un avis sur les permis d'urbanisme et de savoir est-ce qu'on est dans voilà, est-ce que c'est acceptable les travaux qui seront réalisés ou pas. Autre atelier, la rénovation urbaine. Donc là, on est plutôt à l'échelle quartier. Il s'agit de faire percoler en fait la résolution, on va dire ça comme ça, dans les contrats de quartier, dans les CACI, dans les CRU, mais aussi d'accélérer la rénovation via la rénovation collective. Et donc ça, on a un groupe de travail avec Brulocalis qui regroupe les 19 communes autour de cette question de la rénovation collective pour proposer des projets, que les communes proposent des projets à leurs citoyens. Atelier financement, je ne les ai pas tous mis, mais donc voilà, j'en ai mis 3-4 d'ateliers, mais donc financement, développement des aides économiques et des financements. Donc il y a les primes Rénolution, je pense qu'elles sont connues par tout le monde. Il y a 45 primes. Il y a un appel à projet Rénolab où on soutient des chantiers innovants. Le crédit Éco-Réno, donc là c'est un taux préférentiel. Le crédit qui est destiné, donc Éco-Réno est destiné plutôt aux particuliers et le crédit Énergie Réno, c'est plus pour les TPE et les indépendants. On a le Rénoclic qui soutient les pouvoirs publics. On a un projet Rénolab, donc dans l'appel à projet Rénolab, on a eu Financité qui teste en fait la mobilisation de l'épargne citoyenne pour rénover une partie des bâtiments à l'ULB. Et alors, on a à l'étude le crédit éco-réno spécifique pour les copros, parce que pour le moment, elle est pour les particuliers, mais pas pour les copros. Et on étudie aussi la possibilité de ce qu'on appelle le prêt sans remboursement, ou on devrait plutôt dire le prêt à la mutation. Donc, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire un crédit, eh bien, ce prêt ne serait remboursé qu'au moment du changement de propriétaire, donc c'est-à-dire au moment où le propriétaire vendrait ou décéderait, et donc à ce moment-là, le remboursement de ce crédit serait réalisé. Je pense que c'est le dernier atelier que j'ai repris, c'est l'atelier accompagnement. Je vous disais accompagnement autant des propriétaires, donc de la demande que de l'offre. Et donc ici, j'ai plutôt fait un slide sur les propriétaires. Donc, ils ont un accompagnement pour ce qui est du logement privé chez HomeGrid ou le réseau Habitat. Un accompagnement pour les autorités publiques, c'est chez Rénoclic. Et pour le tertiaire et les équipements, c'est le facilitateur bâtiment durable ou le PAC énergie. On trouve toutes les coordonnées sur le site rénolution.brussels. Oui, j'ai aussi mis l'atelier emploi-formation. Là, on est évidemment sur l'amélioration de la formation, des compétences, l'amélioration aussi au sein de l'enseignement. Et donc, on a ConstruCity qui pilote le pôle emploi-formation, qui pilote cet atelier, qui développe des formations, mais on a aussi Bruxelles Environnement qui cible peut-être plus les concepteurs, MBuild
il y a le BIM constructive et Buildwise qui vont plutôt cibler les entreprises. Le cluster EcoBuild qui, lui, a un panel de métiers différents au sein du cluster. Donc voilà, c'est aussi toute une série d'actions qui sont en cours. Donc, je vous ai parlé des 7 ateliers. Ils sont maintenant mis verticalement en grisé. Et en fait, ces 7 ateliers thématiques, ils sont soutenus par 4 actions transversales que je ne vais pas détailler, mais je vous les cite quand même. On a tout le volet économie circulaire, donc il y a un énorme programme et qui, en fait, doit absolument être intégré dans toutes ces thématiques, que ce soit au niveau du réglementaire, des incitants financiers, de l'accompagnement d'un secteur, etc. Deuxième action transversale, c'est un comité technique qui aide en fait tous les acteurs dans les ateliers. Donc un acteur se pose une question technique, n'a pas enfin voilà, la plupart n'ont pas un bagage technique et ne vont pas aller commencer à lire 50 études pour essayer, ou même 3 études pour essayer de se faire son avis. Donc on a un comité technique qui peut remettre des avis sur demande des acteurs. De la communication, donc on vient de terminer une grande campagne sur l'emploi pour amener les jeunes à s'inscrire, on était en septembre, à s'inscrire dans les filières de construction. On a aussi, c'est le dernier slide, l'appel à projet Renolab. Donc, je vous disais, en fait, il y a 2 volets. Je vous ai parlé du Renolab B, où on est plutôt sur des chantiers, mais il y a aussi le Renolab ID, ou ID, comme on va dire en français. Ce Renolab, j'ai mis un exemple ici, c'est un projet qui est porté par un collectif. C'est dans un quartier Anderlecht, qui est une cité-jardin La Roue. Et dans ce quartier, le collectif, en fait, va vraiment faire du porte-à-porte et convaincre les propriétaires, leurs voisins, de se regrouper pour ne rentrer qu'un seul permis d'urbanisme, pour ne faire qu'une seule démarche auprès des primes, etc. Et donc, on les accompagne dans le cadre de cette alliance, on les accompagne pour, évidemment, ils sont confrontés à tous les freins que vous pouvez imaginer, parce que c'est pas quelque chose qui se fait habituellement. Et donc petit à petit, on est en train de dénouer les problèmes et de proposer des solutions pour la suite et surtout pour développer beaucoup plus cette rénovation collective.